merci. Donc, merci à tous d'être venus, rester. Voilà. C'est toujours difficile de se prêter à la vulgarisation scientifique sans être trop général et assez précis quand même. Donc, j'espère que je vais réussir à cet exercice. Donc, l'immunothérapie, je pense beaucoup en ont entendu parler. Peut-être que certains d'entre vous sont sous ce type de traitement. Donc voilà, donc on va faire un petit point. Donc l'immunothérapie, peut-être que vous avez suivi les prix Nobel, n'empêche que ça a quand même un petit peu la révolution dans notre pratique en oncologie. Et c'est pas pour rien, du coup, ça que deux chercheurs, donc un américain et un japonais, je vous laisse savoir qui est l'américain, ont été récompensés pour leurs travaux. Alors l'intitulé était pour leur découverte du traitement par inhibition de la régulation immunitaire négative. Donc même moi, je ne comprenais pas trop. Pourtant en immunothérapie je connaissais. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Beaucoup plus simple. Donc l'américain, en fait l'équipe texane a découvert en fait une drogue qui s'appelle un inhibiteur CTLA4, découvert en tout cas mis au point plus exactement. C'est une grosse molécule, comme vous pouvez voir là sur le petit dessin. Et l'équipe japonaise a mis au point un inhibiteur PD1 appelé nivolumab. Un autre avec d'autres couleurs. C'est génial, mais c'est quoi? Parce que bon, vraiment, toujours, c'est pas tout de suite intuitif. Donc en fait, le déroulé de la présentation va reprendre différentes thématiques. Du coup, déjà commencer par comment le système immunitaire réagit normalement quand il rencontre des cellules tumorales. Ensuite, comment agissent ces molécules qui ont donc été nobélisées, pour quel cancer. Malheureusement, ça ne marche pas pour tout le monde, et pourquoi donc ça ne marche pas, et quelles sont les prochaines immunothérapies. Alors, comment le système immunitaire normalement réagit contre ces cellules tumorales? Alors, peut-être certains d'entre vous ont eu des petits-enfants ou ont suivi, même grands-enfants, il était une fois la vie avec les gendarmes qui étaient en haut, la benne un peu à ordures qui ramassait tous les déchets, et puis après, il y avait les petits vaisseaux bien sympathiques avec les lymphocytes qui envoyaient soit des anticorps, soit ils tuaient carrément avec un faisceau laser. Donc quand on est un peu plus grand, on a plutôt ça sur notre prise de sang avec un hémogramme, avec les leucocytes qui se déclinent en polynucléaires. Donc en fait les polynucléaires c'est les petits gendarmes qu'on voit là et ensuite on a les monocytes qui sont les veines ordures et puis les lymphocytes c'est les petits vaisseaux qu'on voit en bas. Alors en fait il y a deux systèmes deux groupes dans le système immunitaire. Il y a ce qu'on appelle l'immunité innée, c'est celle qui est un petit peu non spécifique, qui va réagir à la poussière, à la bactérie, au virus, mais en tout cas elle va réagir sans trop de faire de discernement. Et puis l'immunité adaptative, c'est celle pour le corps. En fait, le corps va apprendre au fur et à mesure de son existence à réagir contre, souvent c'est des virus, voire des bactéries, mais plutôt des virus. Donc dans l'immunité innée, il y a des polynucléaires, les fameux qu'on voit sur notre prise de sang, les monocytes, cellules dendritiques, celle-là on ne la voit pas apparaître, mais elle a son mot à dire. Et dans l'immunité adaptative, il y a les lymphocytes B et les lymphocytes T. En rouge, en fait, ce sont celles qui vont nous intéresser pour comprendre le concept d'immunothérapie, en tout cas immuno-oncothérapie. Donc la réponse immunitaire antitumorale, en fait, c'est un cercle. Il faut voir ça comme un petit film d'ailleurs, après je vais vous montrer le film. En gros, la cellule tumorale va exprimer des protéines sur sa surface qui va être spécifique de la cellule tumorale et qui va dire que ce n'est pas une cellule normale. Et en fait, ça va être décodé comme ça par la fameuse cellule dendritique. Oh, c'est pas facile à dire. Merci. Qui va en fait capter ces protéines qui sont à sa surface pour la coupler avec la carte d'identité d'une cellule normale. Et puis elle va aller se balader pour aller rejoindre le ganglion, où en fait elle va rencontrer le lymphocyte T, qui est tranquille en phase de sieste, et puis elle va dire ok, regarde, il y a un truc qui est anormal, je te le présente, et donc ça va l'activer. Après, ce lymphocyte T activé va faire sa petite vie, il va sortir de son ganglion, il va naviguer à travers le corps, et puis à un moment ou un autre, il va rencontrer cette cellule tumorale. Et là, il va dire, oh là là, toi, je te connais, on m'a dit que tu étais quand même
pas dans le code barre normal de l'organisme, et donc il va envoyer des cellules, enfin des substances qui vont détruire cette cellule. Donc c'est là où je pense qu'il faut qu'on sorte du diaporama pour pouvoir lancer. Désolée, c'est suspense. Donc en fait, ce petit film, c'est juste pour vous illustrer vraiment en image beaucoup plus sympathique que mon schéma, si ça marche. Alors, la régie. Donc voici le lymphocyte T qui était inactif, qui va faire un petit bisou magique à la cellule dendritique qui va donc l'activer en justement présentant ces protéines tumorales. Ensuite, le lymphocyte T va entrer dans l'environnement tumoral et il va rencontrer le macrophage, des lymphocytes T un peu spécifiques, et va surtout rencontrer la cellule tumorale. Et là, elle va se fixer sur la cellule tumorale et reconnaître celle-là comme une cellule tumorale et déverser ces substances et on la détruit. Mais la cellule tumorale est un petit peu maligne et elle va se mettre en une sorte de bouclier et avec ce qu'on appelle des PDL1 qui sont en fait des substances qui peuvent se retrouver sur la surface tumorale qui va ralentir ou en tout cas inhiber un petit peu la réaction immunitaire du lymphocyte T activé et donc va déverser beaucoup moins de substances qui permettraient de tuer la cellule tumorale. Donc là, petit bouclier de la cellule tumorale. Il faut savoir que ces récepteurs, en fait, ils ne sont pas simplement présents sur la cellule tumorale, mais surtout aussi sur l'environnement, que ce soit sur le macrophage qui est à côté ou sur le lymphocyte T. Et en fait, pourquoi ça déverse moins? Eh bien parce qu'en fait, ça va se fixer, ça c'est ce qui reconnaît la cellule tumorale comme cellule tumorale, et en fait ça, ce sont des freins. Et du coup, on dit, bah, non, t'inquiète pas, c'est pas la peine de t'activer, c'est soft, on peut continuer à aller. Donc normalement, là, après c'est fini, donc on peut sortir. Voilà, le macrophage. Ah, carrément, je suis coupée. Oh là là, mais non, je ne le refais pas. Excusez-moi. J'ai voulu tenter la vidéo. Tata. Alors, on interroge déjà l'effet mémoire pour les troubles cognitifs. Ouais, pardon. Alors, donc en fait, vous l'aurez compris, l'activation des lymphocytes va être régulée. On ne peut pas toujours être au taquet en système immunitaire, donc il y aura des freins et des accélérateurs. Les freins, comme on a vu tout à l'heure sur la vidéo, ça peut être c'est des protéines qu'on appelle PD1, PDL1, des CTLA4, donc les drogues qui ont été développées par les protéines, enfin par l'équipe de recherche nobelisée, c'était sur ces freins, et des accélérateurs aussi d'autres noms barbares, OX40. En fait, il y a pléthore. Et sur la cellule, sur le lymphocyte T, il y en a qui vont donc être des freins, d'autres des activateurs, et vous voyez, il y a quand même plein de molécules dans un sens comme dans un autre. Et ces molécules, en fait, vont, en gros, ça agit comme une clé dans une serrure, et donc elles vont s'intriquer avec soit les cellules dendritiques, soit les cellules tumorales. Alors, comment agissent les molécules qui ont donc été nobélisées? Eh bien, tout simplement en se mettant entre les freins. Et donc, en gros, ça va empêcher le frein d'agir, et donc, du coup, le lymphocyte T va détruire la cellule tumorale, et c'est ça le côté génial de l'affaire. Alors, pour quel cancer? Je vous ai mis là simplement les indications qui sont remboursées. Il faut savoir qu'il y a des indications où on attend le remboursement, et il y en a quand même pas mal. Il y en a d'autres que le remboursement a été refusé et les laboratoires n'ont pas lâché l'affaire parce qu'il y a quand même un bénéfice sur les essais cliniques. Et puis après, il y a tous ceux qui sont à venir. Donc les plus anciennes indications remboursées sont le mélanome en situation métastatique. Donc grosso modo, c'est autour de 2010 que ça a vraiment commencé les remboursements avec l'immunothérapie. Ensuite, il y a le cancer du poumon en situation métastatique et après une ligne de chimiothérapie. Il y a le cancer du rein aussi en deuxième ligne de traitement. Les plus récents, c'est le cancer du poumon métastatique également en première ligne, si et seulement si il y a un profil favorable pour dire que le patient pourra être sensible à ce type de traitement. Et enfin, le cancer du poumon après traitement curatif, si et seulement si, profil favorable à l'immunothérapie.
Après, pourquoi ça ne marche pas toujours? Parce que là, on se dit, super, le système immunitaire, on réactive, on, off, ok. Eh bien, parce que il y a deux possibilités, deux groupes de possibilités. Soit un groupe de possibilités liées plutôt aux caractéristiques de la tumeur, c'est-à-dire que la tumeur n'est pas assez immunogène. En gros, elle s'appelle Madame Dupont et pas Sabrina Fakowski ou pire, Zavi Zazani. Donc en fait, c'est pas très spécifique. Donc du coup, un peu Monsieur Tout le Monde, donc on ne va pas réagir contre Monsieur Tout le Monde. Donc pas de réaction immunitaire. Ensuite, il y a des tumeurs qui vont sécréter des substances la protégeant comme un bouclier. Et donc là, qui dit bouclier dit on ne peut pas rentrer, ou c'est beaucoup plus compliqué d'y entrer. Et enfin, des fois, la croissance tumorale elle est complètement indépendante de la réaction immunitaire. Et là, vous pouvez mettre tous les anticorps que vous voulez, ça va faire que dalle parce que ce n'est pas son mode de développement. Ensuite, il y a des possibilités de résistance en fait, à l'immunothérapie liées plutôt aux patients. Là, c'est un petit peu moins connu, on est encore au stade de recherche, mais quand même, grosso modo, on aura beau stimuler un système immunitaire, mais si de base, il est faible, on ne va pas faire des miracles. Notamment, on sait qu'avec l'âge, on vieillit et le système immunitaire aussi vieillit. Et on pense que chez les patients vraiment âgés, ça marcherait plutôt moins bien que chez les patients jeunes en pleine possession du système immunitaire. Ensuite, la flore intestinale ou microbiote, si on veut être plus scientifique, a son impact. On a démontré, en tout cas des très belles équipes de recherche ont démontré que selon la flore intestinale qu'on peut avoir, eh bien, soit ça va être profitable à l'efficacité de l'immunothérapie, soit au contraire être un frein. Et donc en fait, on commence à développer des stratégies pour en gros avoir la flore intestinale idéale pour pouvoir être efficace avec l'immunothérapie sans même changer donc, de traitement ou d'immunothérapie. Enfin, on sait que des traitements faits en même temps que l'immunothérapie vont diminuer l'efficacité, tout simplement parce qu'on va biaiser la réaction immunitaire. Et c'est le cas, par exemple, quand on prend des corticoïdes, le prénisolone, le sulprène. En fait, on va diminuer la réaction inflammatoire, immunitaire, et donc, du coup, on va être moins efficace. Donc, c'est pour ça que souvent, sous immunothérapie, on déconseille fortement de prendre des corticoïdes. Donc, quelles sont les prochaines immunothérapies? Parce que ça, je dirais que c'est vraiment les toutes premières qui sont sorties, qui sont à disposition actuellement. Eh bien, voilà, il y a plein de choses qui arrivent, plus ou moins rapidement. Pour les plus simples, c'est faire développer les mêmes types de molécules qu'on a pu déjà développer, qu'on a pu développer on va accélérer encore des accélérateurs de système immunitaire, on va encore freiner des freins au système immunitaire, donc ça c'est tout ce qui est en bleu. Ensuite, on va associer l'immunothérapie au traitement classique, chimio, radiothérapie, parce qu'on pense qu'il y a un effet potentialisant, c'est-à-dire 1 plus 1 ça fait pas 2 mais ça fait peut-être 3, 4, 5, donc du coup c'est vraiment intéressant de les combiner. Ensuite, on va essayer d'avoir des traitements intratumoraux, c'est-à-dire qu'on va carrément vacciner la métastase ou la tumeur initiale pour développer justement un système immunitaire, et comme quand on vaccine pour la rougeole, et voilà. Aussi, on peut donner des traitements, des perfusions de molécules qui vont augmenter en fait la réaction inflammatoire et être proactif pour que le système immunitaire soit actif. Après, on va donner aussi des immunomodulateurs, donc ça c'est un petit peu plus complexe, mais bon, en gros, voilà, on a ce panel-là. Et puis dernièrement, peut-être que vous l'avez vu, en tout cas moi je l'ai appris hier au JT, mais bon, il y a eu une première mondiale et sur un cancer du sein avancé qui avait été soigné grâce à l'immunothérapie. Alors je tiens à bien préciser que c'est une autre type d'immunothérapie, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie adoptive, ce qui est un petit peu différent, mais qui est hyper stimulant parce que c'est vrai qu'on a des résultats qu'on n'a pas encore forcément, par exemple, même pour l'immunothérapie classique qu'on a. Donc c'est quoi le système? En fait, alors il y a deux systèmes. Donc grosso modo, on va prendre du sang du patient, on va prendre les lymphocytes T.
On va les mettre en culture et en leur insérant un ADN qui va fabriquer une protéine qui va pouvoir réagir contre ce cancer. On va les mettre en culture pour qu'ils soient des millions et des millions. Et une fois qu'on en a assez, hop, on pose une perfusion. Et du coup, en gros, on aura suffisamment de lymphocytes et spécifiquement dirigés contre le cancer et ça va tuer. Une autre façon de faire, et c'est plutôt comme ça le cas qui a été relaté dans la presse, c'est en fait, ils ont pris des cellules qui étaient au pourtour de la tumeur. Pareil, ils ont mis ils ont individualisé les lymphocytes qui agissaient contre la cellule tumorale, mais qui étaient minoritaires parce que sinon la patiente elle serait pas en progression à ce moment-là. On les met en culture. Et de même principe, on la réinfuse quand on a suffisamment de molécules. Donc c'est très prometteur. Alors l'épilogue de tout ça pour le moment, c'est surtout que l'immunothérapie, elle débute vraiment son essor et son effort aussi. Et donc les indications des molécules visant les points de contrôle qu'on appelle dans le jargon les checkpoints, touchent et vont continuer à toucher une large population avec de très nombreux cancers. L'immunité adoptive, ce qu'on vient de discuter juste avant, ce sera vraiment pour un profil de patient bien précis, ce sera hyper spécifique, c'est pas sûr que ça sera possible parce qu'il faut individualiser la protéine hyper spécifique du cancer parce que vous imaginez bien si vous développez des lymphocytes T sur quelque chose qui n'est pas assez spécifique, ça tue tout et les cellules normales. Donc là, c'est la mort assurée. Donc c'est vrai que c'est encore expérimental. Il y a de très très nombreux paramètres qui sont encore à prendre en compte pour une utilisation optimale des immunothérapies qu'on utilise déjà. Je vous remercie.